Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Les partis politiques éligibles au financement public pour le compte du second semestre 2020 sont rentrés en possession de leur chèque. La cérémonie a eu lieu au siège de la Commission électorale nationale autonome. Une nouvelle prouesse de la douane béninoise, elle a mis la main sur un groupe de conducteurs siphonnant des camions remplis de l'essence. Ils ont été présentés à la presse. Au chapitre formation professionnelle, l'école supérieure de management vient d'innover à travers son séminaire spécialisé. Rendez-vous entre apprenants et formateurs, dont Nicanor Kovi nous communiquera les détails dans un instant. Bonsoir et merci de votre attention. Louis Vlavonou a reçu à l'Assemblée nationale le président du Parlement de la CEDEAO ainsi que les présidents des commissions de l'institution sous-régionale. C'était en marge des travaux de la session délocalisée du Parlement de la CEDEAO à Cotonou. Fémin Bassao. En dépit de son agenda chargé du fait de la session budgétaire en cours et en marge des travaux de la session du Parlement de la CEDEAO délocalisée à Cotonou, le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, n'a ménagé aucun effort pour recevoir à son cabinet le bureau du Parlement de la CEDEAO avec à sa tête son président. Nous sommes ici pour une visite de travail. Et nous sommes le Parlement de la CEDEAO. De ce fait, partout où nous allons, nous croyons qu'il est important de rencontrer le Parlement du pays que nous visitons. Donc, nous avons décidé de rendre une visite de courtoisie au président du Parlement de la République du Bénin. La réunion sur la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECA, intervient dans un contexte de fermeture des frontières entre certains États de la sous-région. Le sujet ne manque pas d'intérêt pour le président du Parlement de la CEDEAO. La question de la fermeture des frontières est une préoccupation pour toutes les communautés, la nôtre également. Nous espérons en fait qu'avec la commission de la CEDEAO, nos efforts en faveur du dialogue vont pouvoir porter des fruits. C'est ce que nous avons décidé de faire. Mais malheureusement, avec la situation de la COVID-19, ce dialogue a été quelque peu estompé, mais aujourd'hui nous avons une réouverture progressive des frontières, donc nous espérons que très bientôt nous allons pouvoir relancer ce dialogue et que ce dialogue portera des fruits. Après la remise de cadeaux souvenirs, le président du Parlement de la CEDEAO est raccompagné avec tous les honneurs dus à son rang. Après lui, c'est au tour du secrétaire général de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECA d'être reçu par le président Louis Vlavonou. La rédaction vous propose depuis quelques jours de partir à la découverte ou à la redécouverte du contenu du code électoral devant régir l'organisation de la présidentielle de l'année prochaine. Aujourd'hui, vous apprendrez par exemple qu'il ne suffit pas d'être béninois pour être électeur et que tous les détenteurs d'une nationalité étrangère ne sont pas exclus du vote. Le sujet est réalisé par James Willem-Baguidi. Deuxième volet de notre exploration de la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin. Nous parlons aujourd'hui des conditions requises pour être électeur. La première des conditions à remplir pour être électeur au Bénin, conformément à l'article 9 du Code, est d'être de nationalité béninoise.
La nationalité béninoise s'acquiert à la naissance par toute personne née d'un père et ou d'une mère de nationalité béninoise. Elle est également accessible à toute personne étrangère ayant contracté un mariage avec une personne de nationalité béninoise. Peut aussi devenir béninois toute personne qui satisfait aux conditions du Code de la nationalité et ayant demandé et obtenu la naturalisation auprès des autorités compétentes. Outre que d'être béninois ou béninoise, l'électeur potentiel doit être âgé de 18 ans révolus au jour du premier scrutin de l'année électorale. Il doit également jouir de ses droits civils et politiques. À ce sujet, sauf décision de justice impliquant ou indiquant le contraire, toute personne qui satisfait aux conditions de nationalité et d'âge est présumée jouir de tous ses droits civils et politiques. Sont donc exclus de la participation aux élections au Bénin les personnes de nationalité étrangère. Les détenteurs de la double nationalité béninoise et étrangère ne sont pas frappés par cette exclusion. Ne peuvent pas voter non plus les individus condamnés pour crime lorsque le jugement est définitif. Excluent aussi de vote les individus condamnés à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis d'une durée égale ou supérieure à 3 mois, de même que ceux en situation de contumace. Il s'agit de personnes condamnées en leur absence par les tribunaux après avoir refusé ou manqué volontairement de se présenter à leur procès. Ne peuvent prétendre prendre part au vote non plus les faillis non réhabilités. Ce sont les personnes dont la faillite a été déclarée soit par des tribunaux de droit commun, soit par des jugements rendus à l'étranger et exécutoires au Bénin. Il existe également des personnes privées d'être électeurs ou éligibles par décision de justice. Certaines le sont pour des infractions à la loi électorale. Enfin, nul ne peut voter si son nom ne figure sur l'extrait des listes des électeurs de la circonscription électorale de sa résidence, sauf cas de dérogation prévue par le Code. Nul ne peut non plus voter s'il ne détient une pièce d'identification. Conformément à la pratique des dernières élections, il peut s'agir de la carte nationale d'identité, du passeport, de la carte d'identité biométrique, de la carte d'identité professionnelle, du livret de pension civile ou militaire, du certificat d'identification personnelle et bien sûr de la carte LEPI. Chacune de ces pièces doit être en cours de validité. La Commission électorale nationale autonome a procédé hier à la répartition de la cagnotte destinée au financement public des partis politiques pour le compte du second semestre de l'année 2020. Les représentants des 3 formations politiques éligibles étaient au siège de l'institution pour entrer en possession de leur chèque, conformément aux dispositions légales. Pamela Arichemin, James William Bagidi, François Zinsou. Un peu plus de 590 519 000 francs CFA au profit de l'Union progressiste, près de 506 millions pour le bloc républicain et environ 103 537 000 pour le parti Force Corée pour un Bénin émergent. Ce sont les 4/5 du montant de 1,5 milliard débloqués pour le compte du second semestre 2020 en application de la loi sur le financement public des partis politiques que la Sénat vient ainsi de répartir. En effet, l'article 5 nouveau de la Constitution du 11 décembre 1990 et les dispositions de l'article 39 de la loi portant charte des partis politiques en République du Bénin ont induit le vote d'une loi spéciale pour réglementer le financement de la vie publique. À travers cette loi, l'État apporte un appui financier aux partis politiques qui complètent leurs ressources propres et exclusivement destinées à la couverture partielle des dépenses de fonctionnement, de participation aux consultations électorales, d'éducation civique, ainsi qu'à la formation de leurs militants. Un financement public attribué sur la base de critères très précis et dont la gestion est soumise à des règles d'orthodoxie financière strictes. La loi sur le financement public dispose aussi
que la Sénat répartit le montant public alloué aux partis politiques concernés en fonction du nombre de leurs députés et de leurs élus communaux, à raison de 60% au prorata des élus communaux et 40% au prorata des députés. Il est aussi important de mentionner que les partis bénéficiaires de ce financement sont soumis aux procédures de gestion des fonds publics ainsi qu'au contrôle de la Cour des comptes et de l'Inspection générale des finances. Alors, tout manquement à la bonne gestion de ces fonds entraîne ipso facto la perte du bénéfice du financement sans préjudice des sanctions pénales prévues par la législation en vigueur. Tout en se félicitant pour les performances qui ont permis à leur formation politique d'être éligible à ce financement, les représentants des partis politiques paraissent bien conscients de la destination de cet argent public et de son impact potentiel sur leur mode de gestion financière. Et je pense que c'est la reconnaissance de cette intelligence, de ce travail bien fait qu'a reconnu l'État béninois à travers cette remise de chèques par l'intermédiaire de la Sénat. Les règles de gestion seront évidemment conformes aux dispositions prévues par les tests en vigueur en République du Bénin. Tout se fera selon l'orthodoxie financière. Ce que nous avons reçu, c'est pour permettre la formation de nos militants, la restructuration du parti et aussi comment préparer les élections qui s'annoncent. C'est le fruit de la réforme du système partisan et de la loi portant financement des partis politiques qui est mise en application là. Notre satisfaction est totale parce que de mémoire de politiciens, on n'a jamais eu un financement des partis politiques. Ce montant va servir naturellement au fonctionnement du Parti bloc républicain. Les ressources mises à la disposition des formations politiques n'ont donc pas vocation à atterrir dans les poches ni des dirigeants ni des militants. Et il revient aux autres partis de réaliser de meilleures performances lors des élections futures s'ils veulent aussi prétendre à ce type de financement. Les prouesses de la douane béninoise dans la commune de Tofo, des camions remplis d'essence en transit vers les pays de l'Interland ont été arraisonnés hier, conducteurs et acheteurs siphonnant l'essence à des fins commerciales, chose interdite par la réglementation douanière. Ces hors-la-loi ont été présentés à la presse à Agon, dans la commune de Tofo. Jidanso, Petroni Lokoso. Des camions remplis d'essence en partance pour un pays de l'Interland stationnés ici dans ce parking illégal, donc non reconnu par les autorités douanières. Pire, ils se mènent entre conducteurs et acheteurs des activités de siphonnage d'essence. Nous sommes à Agan, dans la commune de Tofo. La douane veille au grain. Une équipe a effectué une descente sur le terrain ce jeudi tôt le matin pour mettre la main sur ces individus. On dit une marchandise en transit, surtout à destination d'un pays de l'Interland, cela veut dire que c'est des marchandises qui n'ont pas payé les droits. Ils n'ont payé aucun droit. C'est-à-dire que c'est les marchandises qui n'ont pas été mises à la consommation parce que ça ne se fait pas consommer ici. Malheureusement, ces marchandises qui devaient sortir du territoire douanier ont été cachés dans le parc que vous voyez et les produits, le carburant a été siphonné et vendu aux Béninois. Et tout à l'heure, les concernés vous ont démontré comment ils procèdent. Vous avez constaté leur ingéniosité. Sans même rompre le plomb, ils arrivent à soutirer le carburant. Parce qu'en réalité, le plomb, c'est pour la sûreté et la sécurité de la marchandise. Et quand on se trouve en face d'une cette situation, la première des choses, c'est de mettre ces produits déjà à la consommation. Nous connaissons les quantités. Et appliquer la réglementation douanière. Et quand vous prenez le cas d'aujourd'hui,
ce cas, il y a un cumul d'infractions. C'est-à-dire qu'en dehors du fait qu'il y a infraction douanière, il y a infraction de droit commun, qui est une corruption active. Nous avons mis le dispositif en place et ce matin, vers 2h11, on les a pris en flagrant délit avec des Béninois, beaucoup de Béninois qui étaient ici, qui achetaient les produits au fur et à mesure qu'ils soutiraient ces produits-là. Une situation qui crée beaucoup de dommages sur les finances publiques et donc sévèrement punie. C'est généralement les camions de 45 000 litres ou de 60 000 litres. Un camion de 45 000 litres comme celui que nous avons vu tout à l'heure, ça met en jeu des droits d'environ de 8 600 000. Donc en principe, s'ils devaient dédouaner ces produits-là qui sont en train de brader sur le territoire national, ils doivent dédouaner un seul camion à 8 600 000. Et ici, c'est les véhicules de 60 000 litres, les droits vont jusqu'à 11 500 000. Et imaginez, si nous avons de ces genres de camions, des centaines par jour, imaginez ce que l'État béninois perd. Parce que ceux qui dédouanent normalement les carburants, qui les vendent dans les stations, ils sont de côté et nous nous permettons de prendre des produits non dédouanés. Nous allons sur le même marché pour créer ce qu'on appelle le commerce déloyal. La douane siffle la fin de la récréation, plus rien ne sera comme avant. Tolérance zéro à la fraude. S'ils sont là à 2h, on est là. La preuve est que c'est à 2h11 qu'on les a pris. C'est pour leur demander d'arrêter ça. C'est fini. Partout ils vont chercher à frauder. En tout cas, la douane, avec nos partenaires, on est là pour mettre la main sur eux. Il y a ce qu'on appelle la confiscation d'office en dépôt. Ça dit qu'après 15 jours, la marchandise ne vous appartient plus. L'État va faire la procédure pour vendre ça aux enchères publiques. C'est pourquoi je voulais profiter pour dire ceux qui ont des véhicules au niveau du service d'intervention rapide, Atlantique littoral, ceux qui ont les motos, ceux qui ont toutes sortes de marchandises que nous avons saisies, s'ils ne viennent pas les retirer dans un délai de 15 jours, nous allons les vendre aux enchères publiques. La procédure est entamée et ces individus seront présentés aux autorités judiciaires. La commune de Niki dispose bientôt d'un nouveau stade omnisport. La construction de ce stade inscrit dans le volet sport du programme d'action du gouvernement est en cours de réalisation. Les acteurs sportifs et autorités communales apprécient cette action gouvernementale. Judikel Ayenan, Ablamoun Yacoub. Le stade municipal de Niki en état de délabrement. Sans pelouse, une tribune vétuste et inachevée, les normes professionnelles n'existent pas ici en matière de sport. Vraiment, ça un gazon un peu dégradé partout. La tribune aussi, tout est vétuste. Vraiment, si veut que l'équipe locale même des cavaliers de Niki n'arrive pas à s'entraîner dans ce stade, ils sont obligés d'aller jouer à Tchaourou. Mais grâce au programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon, les acteurs sportifs passent du rêve à la réalité. À l'entrée de la ville se dresse déjà ce nouveau stade omnisport en chantier. Nous l'appelons ici, c'est comme un rêve pour nous à Niki, parce que ce genre de stade, on n'avait jamais vu ça. Si bien que nous à Niki, on avait un problème de stade. Ce nouveau stade, et ça va vraiment changer l'équipe des cavaliers de Niki et changer aussi le sport en général au Bénin. Nous l'apprécions beaucoup, le président Talon, nous les sportifs, disons tout le monde, parce que ça a changé maintenant la ville de Niki. Parce qu'en venant à Niki, à voir ce stade, on dirait que nous sommes à Paris. Vraiment, ils savent que Niki est là, le stade là, vraiment. Mais avec Patrice Talon, il y a trop de changements. Ce que nous on a vu, il est en train de faire. Il veut changer la physionomie de Niki. Nous sommes très très contents. Pelouse synthétique, tribune, piste d'athlétisme, bloc administratif et infirmerie, les travaux sont en conformité avec les normes internationales à la satisfaction des autorités municipales. C'est ça le concret, hein, ce qui est bon, ce qui est visible. On n'a pas besoin de trop parler, on regarde pour voir. Tout le monde, tous les Béninois peuvent voir l'évolution du travail, peuvent voir ce qui est concret, ce qui est réalisé par le gouvernement. Et je crois qu'en matière de sport, les jeunes de Niki, les jeunes du Borgou vont en profiter pleinement. Et c'est sûr que ça va donner un coup de pouce au sport roi, d'abord qui est le football et d'autres disciplines, le volleyball, le handball, l'athlétisme, pourquoi pas. Voilà encore un joyau qui renferme les normes internationales, parce qu'une fois maintenant, on ne pourra plus dire que c'est à Paraguay seulement qu'on a un stade. Si nous voulons jouer, on peut prendre le stade de Niki comme le stade de Bemereke.
nous disons un grand merci au gouvernement et de continuer pour que les autres communes attendent aussi leur tour. Levier de promotion de toutes les disciplines sportives, ce stade communal de type omnisport fait partie du programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon. Notre dossier amélioration du cadre de vie nous amène ce soir dans la ville de Porto-Novo, la capitale du Bénin. Plusieurs rues se modernisent grâce au projet asphaltage, mettant ainsi fin aux difficultés de circulation des populations de la cité des Trois Noms. Lunek Agbazaou, Daniel Ada. Hogbonu Adjache, Porto-Novo. La ville aux Trois Noms est en train de connaître un toilettage historique depuis l'avènement au pouvoir de Patrice Talon. Les rues autrefois impraticables et insalubres cèdent progressivement place à des infrastructures routières de qualité. Je suis né à Porto-Novo. Vraiment, je suis très content. Parce que les voies, les pavés que nous sommes en train de voir à Porto-Novo actuellement, sincèrement, si tous les présidents qui étaient et qui sont restés pendant des années ont pu faire quelque chose comme cela, aujourd'hui, je crois que le président fera encore autre chose. Il n'a fait que 5 ans. Et voilà. Du concret, on appelle ça, c'est du concret. Sincèrement, je le félicite. Et que Dieu Tout-Puissant de notre capitale le protège. Il y a un très grand changement. Grand changement. Et voyez-vous, la voie est bitumée. Tout au long, les trottoirs sont pavés. La circulation est facile et fluide. Plus de sable, plus d'eau stagnante, plus de crevasses pour créer des accidents. On circule librement et tout le monde est à l'aise. Ça favorise le commerce à partir du moment où actuellement nous notons un afflux de la population vers la zone, surtout à la recherche de boutiques, surtout à la recherche de parcelles et le long de la voie, histoire de créer des activités. On le remercie beaucoup parce que si les gouvernants dans le passé faisaient comme cela, pour nous, ce ne sera pas comme ça. Je pense que ce ne sont plus les grandes rues, mais les ponts qui seront maintenant en chantier. Des colométirailles, nous comme imité, oui, filer coup. Il y avait de la broussaille par ici. Aujourd'hui, tout a changé et nous sommes contents. Nous remercions le président Patrice Talon pour ses œuvres de développement. Il fait beaucoup pour le pays. Que c'est beau! Nous bénissons le chef de l'État. De Ronvier à Tokpot, en passant par nouveaux programmes et les jambettes, pour ne citer que ces quartiers-là, de nombreuses voies construites facilitent désormais la circulation et changent la configuration de toute la ville. Vraiment, nous sommes très émus de son travail parce qu'au départ, on n'a pas su que beaucoup de choses pourraient changer comme ça, comme on le voit. Et nous sommes sûrs que suite à cela, qu'on aura encore quand même d'autres surprises nous attendent quand même de lui. Donc nous remercions énormément. Le remercions sans cesse, le président Patrice Talon pour tout ce qu'il fait aujourd'hui pour le Bénin, pour quand même que le Bénin soit compté parmi ces pays développés d'ici peu. Notre joie est grande. On a trop souffert et on se plaignait à la mairie. Cette voie nous a fait baver. Aujourd'hui, c'est la joie. Merci au président de la République. Enfin, une voie passe devant ma maison. Qu'il soit béni le président de la République. L'entreprise Offmas est en charge des travaux qui prennent en compte un linéaire total de 21 km. Donc, 16 km de bitume et 6 km de pavé. À ce jour, au niveau de l'assainissement, il faut dire que
Et les ouvrages de drainage sont presque achevés à 100%. Pour les chaussées en pavé, il faut dire qu'on est au-delà de 85%, disons au-delà de 6 km, si les 7 km à couvrir. Et pour le bitume, nous sommes, n'est-ce pas, également au-delà de 80%, hein, pour ce qui concerne la grave bitume. Globalement, il faut dire que le taux d'adhésion physique, à ce jour, tourne autour de, disons, 82%, pour une consommation du délai contractuel de 95%. Le délai contractuel finit le 5 décembre 2020. Donc, on s'attelle à finir. Nous sommes sur la dernière couche qui est bébé, le béton bituminé. Encore donc quelques jours pour l'achèvement de ces travaux qui font souffler sur la capitale un véritable vent de modernisation. L'ONG Social Watch Bénin, soutenue par la Fondation Hans Seidel, a organisé une journée de réflexion, de partage et d'échange civique sur la dette publique du Bénin. Objectif, comprendre et faire comprendre aux citoyens lambda l'utilité ou non ainsi que l'utilisation des endettements publics. Patrick Diossou, Simon Vion. Échanger sur la stratégie politique actuelle d'endettement public du Bénin, puis analyser le stratagème mis en œuvre pour une efficacité et une efficience des emprunts obligataires opérés depuis 2016. C'est le but de cette table ronde. Aux commandes, Social Watch Bénin, une OSC, organisation de la société civile, engagée dans le contrôle citoyen. Notons qu'au terme du rapport d'évaluation du groupe de la Banque mondiale courant deuxième trimestre de l'année en cours, le Bénin est en tête des pays de l'Association internationale de développement car remplissant les critères minimums d'enregistrement, de suivi et de déclaration de l'endettement en matière de gestion de la transparence des données de la dette. Ce classement de la Banque mondiale traduit l'engagement du gouvernement pour une meilleure gestion de la dette publique au Bénin. Cependant, des mots lourds de menaces comme dette insoutenable, surendettement, piège de la dette, pour ne citer que ceux-là, surgissent dans l'actualité béninoise depuis un certain temps. Renforcer la compréhension des citoyens et amener les acteurs publics à satisfaire aux exigences de redevabilité vis-à-vis des populations. C'est l'objectif de cet atelier national d'échange et d'analyse de la transparence et de la soutenabilité de la dette publique du Bénin. Il nous a paru opportun donc de soutenir ce processus de Social Watch, notre précieux partenaire. Le bureau de la Fondation Hans Seidel au Bénin, pour sa part, se positionne dans cet exercice de veille citoyenne comme ce que l'école primaire est pour la science. Je voudrais dire un appui de base déterminant pour les politiques publiques et les organisations de la société civile. La société civile qui fait une bonne veille citoyenne sur le programme d'action du gouvernement. Cela donne des résultats reconnus par la communauté internationale. La reconnaissance des partenaires financiers, la Banque mondiale et le FMI, de la qualité de la transparence de la gestion de la dette du Bénin. Nous avons été reconnus premiers dans les 76 pays IDA. Ce n'est pas rien, c'est le fruit d'un effort que nous allons essayer de partager avec vous. L'espoir est qu'au soir de cette journée du 3 novembre 2020, l'on puisse crier « Vive la transparence dans la gestion des finances publiques béninoises » et que vive la soutenabilité de la dette du Bénin. Ils entraînent de nombreuses pertes en vie humaines, mais au-delà, ils ont de nombreuses conséquences fâcheuses sur la nature. Il s'agit des conflits et des guerres, des conséquences écologiques souvent banalisées. Dans ce magazine que nous vous proposons ce soir, des spécialistes apprécient le drame que vivent la terre et l'ensemble des écosystèmes, des obus et des mines avec leurs polluants très dangereux. William Tchoké. Les guerres avec leur déflagration énorme.
Les conflits, ils ont marqué dans leur chair de vastes territoires à travers le monde entier. Des millions d'hectares de terres agricoles qui sont piétinés, bombardés et éventrés. Des conséquences écologiques qu'on a tendance à banaliser et oublier à cause des pertes en vie humaine. Plus aucune culture possible pour cause de dangerosité de munitions qu'il y avait encore dans le sol. La Première Guerre mondiale a détruit un territoire de plus de 700 km le long de la ligne de front. Près de 2 millions d'hectares de terrains agricoles rendus infertiles. Les conséquences écologiques des guerres sont bien connues et désormais dénoncées. Sous nos pieds, à la minute où on est en train de parler aujourd'hui, eh bien, on sait qu'il y a environ 150 à 200 millions d'obus non explosés sur l'ensemble du front. Il y a les munitions, les obus chimiques, le plomb qui était contenu dans les billes de shrapnel, s'est déversé par milliards dans ces champs et jamais aucune autorité n'a voulu se saisir de ces dossiers qui touchent à la pollution des sols. On sait qu'il faudra à peu près 8 siècles pour dépolluer complètement la région. Et l'autre histoire méconnue, c'est celle de la sortie de guerre, celle de la destruction de tous les surplus, tous les engins qui n'ont pas éclaté, qui ont été rassemblés à un endroit et qui ont été à ce moment-là détruits. Et ces destructions ont légué dans le sol effectivement de lourdes et de sévères pollutions à un tel point localement que le sol a été complètement stérilisé. L'exemple le plus accablant à ce jour est celui des dégâts causés par la bombe nucléaire à Hiroshima et Nagasaki au Japon, laissant derrière elle une terre marquée à jamais par l'explosion. Il existe des stigmates invisibles, ceux causés par des obus, des mines présentes sous terre et qui polluent aujourd'hui les eaux souterraines. Même les manifestations dites mineures de contestation dans la plupart de nos pays ont leur lot de conséquences sur l'environnement. Des milliers de pneus brûlés qui libèrent des polluants, des métaux lourds, des monoxydes de carbone dans l'air et dans les eaux, des dommages qui affectent l'écosystème local pendant les nombreuses années à venir. Une tradition qui se renouvelle à l'École supérieure de management ESM. Il s'agit du séminaire spécialisé, un rendez-vous pédagogique mensuel dont la toute première de l'année académique 2020-2021 a eu lieu en présence de Nicanor Kovi et de Perrine Lokoso. Un accord de guitare, puis un éclat de voix. L'orchestre de l'École supérieure de management ESM est de sortie, mais cette fiesta est d'abord pédagogique. Car quand se taisent les chants, commence le premier séminaire spécialisé de l'école, un rendez-vous entre étudiants, enseignants et professionnels. Un rendez-vous imaginé pour être important dans le cycle de formation des apprenants de l'ESM. Le credo de l'École supérieure de management depuis 10 ans reste le chemin vers l'emploi. Alors, pour y parvenir, il y a 2 options. L'emploi salarié ou l'installation à son propre compte. C'est de cette ambition qu'est venue l'initiative des séminaires du genre qui constituent un riche creuset d'échange entre les formateurs et nos étudiants. Au cours de cette rencontre, ils ont la possibilité de poser sans langue de bois toutes les questions sur les thèmes qui seront abordés. Le système LMD et l'avenir professionnel. Ainsi est le thème central retenu pour ce premier séminaire de l'année académique à l'ESM. Je voudrais donc vous dire tout simplement qu'on entend par le système LMD une réforme orientée vers la professionnalisation. Ce qui oblige les écoles de formation à mettre l'étudiant au cœur de la préoccupation du système éducatif. Un thème choisi pour partager avec les étudiants les possibilités qui s'offrent à eux sur le marché professionnel avec ce système, selon les responsables d'établissement. Et de rajouter qu'un tel rendez-vous ne peut qu'être festif. Ils sont très contents donc
de cette thématique qu'on leur a proposée pour le bien. Et c'est aussi en même temps un moment où nous profitons donc pour que chacun sorte ce qu'il a en lui. D'accord? Nous avons des artistes, nous avons des interprètes, comme vous avez constaté tout à l'heure. Donc c'est une journée de joie qui s'inscrit déjà dans le calendrier de la vie de chacun. L'inclusion financière et le code vestimentaire du cadre, deux autres sous-thèmes abordés au cours de cette journée enrichissante. De quoi ravir les étudiants qui ont poussé la chansonnette et donné de la voix pour exprimer leur contentement. Les contraintes en matière de ressources, la croissance démographique et les préoccupations environnementales sont autant de défis à la productivité agricole. Alors ces dernières années, il s'en trouve que les technologies de l'information et de la communication peuvent servir à faire progresser l'agriculture intelligente. Cela se confirme avec le lancement de 2 plateformes à travers l'organisation d'un hackathon à Cotonou sous le contrôle du ministre de l'Agriculture, Marcel Rossi. L'éthique et l'agriculture. Des startups béninoises innovent et se révèlent au grand profit des systèmes agroalimentaires. C'est un succès pour le Bénin et son secteur agricole. Succès qui attire l'attention sur de nouveaux défis. Les chantiers qui restent à développer dans le secteur sont ceux qui demeurent de plus en plus axés sur le savoir et la disponibilité de bonnes informations au bon moment, dans un bon format et sur un bon support afin d'influencer positivement les moyens d'existence de nombreux acteurs impliqués dans ce développement. Ce qui reste aussi, c'est l'agro-business. C'est là qui permettrait de mettre en place de grandes exploitations industrielles pour permettre à notre pays de toucher à la révolution verte. Dans cette dynamique, les technologies de l'information et de la communication peuvent jouer un rôle essentiel. Le programme Approche communale pour le marché agricole ACMA favorise le lancement de 2 solutions TIC au cours de ce hackathon. L'une comme système de veille commerciale pour collecter, analyser et diffuser des informations clés sur les marchés au profit des acteurs économiques. L'autre, SIFT, comme un système d'apprentissage, de savoir-faire et de formation technique. Dans le secteur de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, les Pays-Bas visent à réaliser cet objectif par autonomiser les agriculteurs, les petits producteurs, les jeunes et femmes entrepreneurs agricoles, par renforcer les chaînes de valeur, améliorer la productivité, l'accès au marché et les revenus, surtout par l'utilisation d'éthique. Nous voulons soutenir les jeunes entrepreneurs, y compris les femmes, et créer d'emplois pour les jeunes pour une transformation durable de l'économie en vue d'une croissance plus inclusive. Le financement du programme est assuré par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas près le Bénin et mis en œuvre par International Fertilizer Development Center, IFDC. J'apprécie la dynamique du programme ACMA 2 dans la mise en place d'une plateforme TIC pour l'agriculture. Et je voudrais suggérer dans ce sens à l'équipe de coordination du programme de maintenir le contact avec mon département ministériel afin d'identifier les synergies pour renforcer le dispositif national de promotion de l'agriculture. L'initiative trouverait bien sa place dans la stratégie sectorielle de l'économie numérique. Notre ambition est de faire de notre architecture des plateformes TIC un système très robuste pour apporter des solutions TIC aux différents problèmes rencontrés par nos acteurs au sein des différents maillons de leur chaîne de valeur. Il est bien de s'intéresser au secteur agricole et apporter des solutions aux problèmes qu'il rencontre, mais réussir à impacter l'ensemble des populations jusqu'au plus bas niveau en tenant compte surtout du taux d'alphabétisation reste au Bénin un challenge pas des moindres. Jean-Claude Kodia, préfet de l'Atlantique, est allé s'enquérir des nouvelles du conseil communal de Toribo-Cito. Cette visite s'inscrit dans le cadre de sa tournée statutaire qu'il a entamée depuis lundi dernier au titre de l'année 2020. Échange avec les corps constitués de la commune, bilan des activités du conseil et recommandations pour l'avenir. Marcel Rossi.
Toribo Sito, deuxième étape de la tournée du préfet. Pendant longtemps, nous nous sommes amusés, je l'ai dit, mais aujourd'hui, nous avons un homme qui nous indique le bon chemin. Ici, il retrouve un maire qui rend hommage à ses collaborateurs. Les conseillers actuels veulent une gouvernance améliorée, une gouvernance axée sur les résultats. Pour preuve, ayant constaté le déficit criard en personnel de qualité. Puis, vient le moment de dresser le tableau des initiatives entreprises dès l'avènement de la 4e mandature. À l'orée de notre mandature, nous avons entrepris des réformes pour rendre l'administration communale plus performante. Aussi, une diplomatie locale offensive. Avons-nous entrepris de rencontrer certains acteurs étatiques et non étatiques clés pouvant nous permettre de booster notre commune. C'est ainsi que nous avons eu l'honneur de recevoir le président de la CCIB et toute son équipe. Nous avons aussi, entre autres, rencontré des DG de plusieurs agences gouvernementales, des responsables de certains ministères au plus haut niveau, des opérateurs économiques chevronnés. Nous sommes décidés à travailler pour donner à notre commune une meilleure image et retrouver sa fonction première qui faisait d'elle le grenier de l'Atlantique. L'élaboration du plan de développement et de promotion de la culture de la commune actuellement en cours en dit long sur cet engagement. Le maire, qui reconnaît que les ressources de sa commune sont essentiellement agricoles, est aujourd'hui préoccupé par les problèmes qui font mal au secteur. À travers cet exercice d'évaluation, c'est la décentralisation qui s'exprime en partie. Cette dernière n'étant pas une fin en soi, la décentralisation, ce n'est jamais une destination, c'est un cheminement. Et elle est productive, seulement, je l'ai dit tout à l'heure, seulement si elle est fondée sur une gouvernance exemplaire et sur un leadership affirmé. Nous aurons une gouvernance exemplaire lorsque nous avons en face de nous des hommes qui font preuve de patriotisme, d'abnégation, de responsabilité, de probité, de respect du bien public, de rigueur, de transparence, d'intégrité, du respect d'un homme et d'anticipation, je l'ai dit tout à l'heure. Dans cette commune, les 4 grandes recommandations issues de l'exercice de l'année précédente sont presque totalement exécutées. Quant aux avantages des élus locaux, il ne resterait que la dernière partie pour le compte de l'année en cours, à régulariser en décembre au plus tard. Et puis ce carnet noir, Gildas Aoui, notre collègue du centre émetteur de Serhoué, décédé récemment, a été inhumé hier à Goro, à Abomey. Parents, amis, collègues de service, tous ont fait le déplacement pour lui rendre un dernier hommage. Cyprien Lokosso, Cadnel Capo. Émotion de tristesse pour un dernier hommage à Gildas Aoui. Ici, à l'église catholique Saint-Jean de Cotonou, il a reçu les dernières bénédictions du prêtre. Le corps du jeune technicien du centre émetteur de Serhoué sera ensuite conduit à Goro, à Abomey. Ses collègues du centre émetteur, ceux de la direction générale de l'ORTB et sa grande famille sont tous restés en union de prière. Gildas Aoui est inhumé dans l'intimité familiale. À 36 ans, il part des suites d'une crise cardiaque, laissant derrière lui une veuve et 3 petits-enfants. À l'étranger, nous parlerons ce soir de la Birmanie, de la République démocratique du Congo et surtout des États-Unis. Le monde en bref, c'est une compilation de Christelle Tongolo.
Après 5 ans loin de la capitale congolaise, l'ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, est arrivé ce vendredi à l'aéroport de Kinshasa. Il doit être reçu samedi par Félix Tshisekedi dans le cadre des consultations nationales entamées lundi. Il s'agit pour le président de trouver le moyen de se défaire de l'influence de son prédécesseur Joseph Kabila dans un contexte de crise politique au sein de la coalition au pouvoir. Son convoi a été bloqué à la sortie de l'aéroport. Les militants se sont pressés autour. L'ancien président Thein Sein, des soldats et leurs familles votent de manière anticipée aux élections législatives du 8 novembre. Le parti de l'ex-icône de la paix, Aung San Suu Kyi, très critiqué par la communauté internationale, devrait conserver le pouvoir à l'issue des élections. La Birmanie a lancé mardi la campagne pour les élections législatives qui vont permettre le renouvellement des membres de la Chambre des représentants et de la Chambre des nationalités de la Birmanie. Toutes deux sont renouvelées simultanément tous les 5 ans avec 3/4 des sièges à pouvoir scrutin uninominal majoritaire à un tour et le quart restant nommé par le commandant en chef des forces armées birmanes. Seul le nombre des sièges et les circonscriptions électorales utilisées variant de l'une à l'autre. L'attente du dépouillement des derniers États se poursuit aux États-Unis. Les résultats sont très serrés, 3 jours après le scrutin du 3 novembre qui a enregistré une participation record. Les Américains ne connaissent toujours pas le nom de leur prochain président. Alors que 270 grands électeurs sont nécessaires pour être élu, le président sortant Donald Trump en comptabilise pour l'heure 214 contre 264 pour son rival démocrate Joe Biden. Alors que le décompte des voix se poursuit, Donald Trump a semé le trouble en déclarant avoir remporté l'élection présidentielle. Il a dénoncé des fraudes à plusieurs reprises sans en apporter la moindre preuve et menace de saisir la Cour suprême. Eh bien, ce journal se refait. Merci de votre attention. À 23h30, vous aurez dans ce studio Rachida Biomaman pour le JT Soir. Merci et à demain.